25% de tous les BTC sont en danger et même potentiellement plus si les personnes ne migrent pas à temps. C'est en tout cas l'objet de la dernière proposition pour Bitcoin, pour venir sauver le Bitcoin de la menace quantique. Je vous explique tout ça dans un instant. On revient en détail sur toute cette proposition. Je vais vraiment vous l'expliquer, les enjeux, les risques, mon avis sur le sujet. Mais on va aussi parler de plein d'autres choses, de la régulation aux États-Unis. Il y a un vote qui n'est pas passé finalement concernant le Genius Act. On va parler aussi de stablecoin avec les banques qui sont en train d'adopter massivement tout ça. Citi, JP Morgan. Je vais aussi vous parler de Polymarket, Hyperliquid et plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, vous pouvez voir, on a un BTC qui frôle les 120 000 $, plus 2%. Ethereum qui surperforme le marché, plus 6%, 3158 $. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu Ethereum surperformer. Et la plupart des cryptos en légère hausse. Il y a un vote qui va avoir lieu aujourd'hui le 16 juillet autour de 18h heure française, mais il a failli ne pas avoir lieu parce qu'il y a eu un vote préliminaire aux États-Unis avec certains républicains qui n'ont pas voté et c'était pour le Genius Act. Donc au final, Trump, il a fait une annonce sur son réseau social, il a dit j'ai parlé à 11 des 12 personnes qui avaient voté contre et du coup là c'est bon, ils vont voter pour. Donc le vote va avoir lieu aujourd'hui. C'est vrai, ça serait vraiment une très mauvaise chose si le Genius Act ne passe pas, donc je vous tiendrai au courant. Je pense que ça devrait passer finalement. On aura du coup l'information dans quelques heures. Ensuite, on va parler de Ethereum. Je vous ai dit, Ethereum surperforme le marché. Les sociétés qui achètent de l'Ether continuent. Sharplink Gaming, ils ont désormais 280 000 Ethers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Ils ont dépassé la quantité d'Ethers de la fondation Ethereum. Ils ont à peu près 858 millions de $. Donc c'est vraiment au-dessus de la fondation Ethereum. Et même là, c'est avec un Ether à 3 000 $. Là, ils sont un peu plus, ça a un peu monté. Bref, ils continuent leur achat. Ils vendent des actions, ils achètent, ils vendent des actions, ils achètent de l'Ether, ils vendent des actions, ils achètent de l'Ether. C'est exactement la stratégie de stratégie, anciennement MicroStrategy. Et c'est pas les seuls à faire ça. Bitmain aussi. Bitmain, ils ont aussi plus de 500 millions de $. Et pourquoi je vous parle de Bitmain? Parce que le cours de l'action Bitmain a fortement augmenté suite à l'annonce de Peter Thiel, l'investisseur iconique de la Silicon Valley qui a investi très tôt sur Facebook. C'était le premier vraiment investisseur côté Facebook. Il a investi dans plein d'autres choses plus tard. Et là, en fait, il vient d'annoncer qu'il détient 9% de Bitmain. Ce qui est drôle aussi, c'est que Peter Thiel, il avait lancé la Thiel Fellowship, une sorte de bourse où il paye des personnes pour ne pas aller à l'université pendant 1 an ou 2 ans. Il leur donne, je sais pas, c'est pas énorme, mais c'est vraiment, il leur donne 100 000 $, quelque chose comme ça. Et l'une des personnes qui avait suivi cette Thiel Fellowship, c'était Vitalik, avant même la création d'Ethereum. Donc il est un peu aussi connecté à l'écosystème Ethereum. Et là, il est en train de faire un pari avec de l'effet levier, tout simplement, sur le succès de Ethereum. Je vous ai dit, il y a une menace quantique sur le Bitcoin. Beaucoup de personnes savent ça, savent que la technologie, la cryptographie liée au Bitcoin ne va pas tenir face aux ordinateurs quantiques qui arrivent. Les ordinateurs quantiques ont cette capacité de casser le chiffrement utilisé par le Bitcoin. Il y a la capacité de remonter d'une clé publique à une clé privée. C'est quelque chose qui inquiète fortement. Imaginez toute la sécurité du réseau Bitcoin serait compromise. Alors attention, c'est pas le seul projet qui utilise cette technologie. Ethereum aussi, il y a plein d'autres projets qui utilisent ça aussi. Et même dans le monde réel, vous savez, le petit cadenas que vous voyez dans le navigateur aussi, HTTPS, ça utilise la même technologie cryptographique. Les paiements par carte bleue aussi, ça causerait des problèmes. Ça serait le chaos mondial s'il y a l'ordinateur quantique qui arriverait en plus tôt que prévu. C'est pour ça qu'il y a plein d'algorithmes qui existent déjà, qui sont résistants au quantique, mais qui ne sont pas largement implémentés. Ils sont plus lourds, ils sont plus lents, ça complexifierait beaucoup les choses. Mais bon, ça va arriver et il n'y aura pas le choix. Et là, en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a une proposition qui a été faite par quelqu'un de très connu dans l'écosystème Bitcoin, Jameson Lopp. C'était un ancien ingénieur chez BitGo, c'est le CTO aussi d'une société qui gère tout l'aspect custody du Bitcoin, Casa. Il est très connu, très respecté dans l'écosystème Bitcoin. Et là, en fait, il vient de faire une proposition pour sauver le Bitcoin du quantique. Tout a été posté ici. Elle n'a pas encore de numéro. La BIP, Bitcoin Improvement Proposal, c'est comme ça qu'on nomme les nouvelles propositions pour améliorer le réseau Bitcoin. Il y a pas mal de personnes qui sont à l'initiative de cette proposition. Vous les voyez ici. Jameson Lopp, le plus connu. Ça a été fait dans le cadre aussi d'un sommet actuellement sur l'aspect quantique du Bitcoin. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de réfléchir à tout ça.
Et il y a en fait une proposition assez drastique sur comment sauver Bitcoin. Ça se ferait en 3 phases. Il y a même une phase avant ces 3 phases qui ne repose pas sur cette proposition. Il faut savoir, il y a déjà en fait BIP 360 qui est une proposition pour créer un nouveau type de wallet, d'adresse résistant aux ordinateurs quantiques, P2QRH. Ça doit déjà être mis en place. Une fois que ces adresses seront mises en place, il faut ensuite migrer. On ne peut pas changer les adresses de tout le monde. Donc ça va juste être offrir la possibilité aux utilisateurs de créer un wallet résistant aux ordinateurs quantiques. Ça va se faire, ça crée pas de controverse. Il y a un consensus, il y aura un consensus sur ça, c'est pas un problème. Offrir un nouveau type d'adresse, c'est tout à fait normal et acceptable. Mais là, la proposition de Jameson Lopp va beaucoup plus loin. Elle dit qu'il y aura une première phase, la phase A, où on va tout simplement empêcher les personnes qui veulent envoyer des fonds vers des adresses qui ne sont pas résistantes au quantique d'envoyer des fonds. Donc là, ça veut dire qu'il y aura une phase où on ne pourra plus envoyer de Bitcoin à des adresses qui ne sont pas résistantes au quantique. Cette première phase, la phase 3, elle devrait avoir lieu 3 ans après l'arrivée de BIP 360. Donc BIP 360, je rappelle, les wallets résistants au quantique. Donc ça veut dire qu'il faut déjà que la mise à jour arrive et 3 ans après, on ne pourra plus envoyer des fonds sur toutes les adresses Bitcoin qu'on veut. La deuxième phase est beaucoup plus inquiétante. La deuxième phase rendrait tout simplement l'usage des wallets actuels impossible. On ne pourrait plus envoyer du tout de fonds depuis ces wallets-là. Ça serait juste quelque chose d'énorme, ça revient en fait à un blocage tout simplement. Ça veut dire que tout wallet Bitcoin qui utilise les anciennes adresses ne pourrait plus fonctionner. On ne pourrait plus envoyer d'adresses, on pourrait plus recevoir d'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste incroyable. On ne pourrait plus envoyer d'argent surtout. Mais bon, si on ne peut plus envoyer, on peut plus recevoir aussi dans un certain sens, même si les wallets, les autres quantiques pour envoyer, mais c'est pas le sujet. Bref, tout ça pour dire que ça va vous bloquer. Si vous avez un wallet et que vous n'avez pas migré, vous risquez d'être bloqué. Alors dans combien de temps ça devrait arriver? Eh ben, ça devrait arriver 2 ans après la phase A. Ça veut dire 5 ans après l'arrivée des adresses résistantes au quantique, qui ne sont toujours pas arrivées. Donc on a encore un peu de temps, on ne sait pas exactement quand ça va arriver, c'est une proposition. Et la troisième phase, regardez, elle vise un peu à sauver les personnes qui n'ont pas migré à temps. Elle dit, c'est optionnel et on attend un peu de voir comment ça va marcher, mais on pourrait permettre aux utilisateurs qui ont la seed phrase associée à leur wallet de pouvoir réaliser une preuve via la technologie Zero Knowledge. Ils donnent un exemple, la technologie Zero Knowledge pour montrer qu'on possède bien la seed phrase associée à ce wallet et pouvoir au final récupérer les fonds. Ça veut dire que toute personne qui a sa seed phrase, il n'y aura pas de souci, elle pourra récupérer ses fonds. Mais encore une fois, cette phase, elle est optionnelle, c'est pas encore validé. Et surtout, ça pose problème parce qu'il y a plein de wallets Bitcoin qui n'ont pas de seed phrase. Les premiers wallets que j'ai créés Bitcoin, il n'y avait pas de seed phrase, ça n'existait même pas la notion de BIP 39. On générait à la main, avec une ligne de commande, une adresse Bitcoin, une clé privée Bitcoin, une clé publique Bitcoin. Il y avait l'équivalent de vanity address, on générait des adresses et on avait ça, il n'y avait pas du tout de seed phrase. Donc là, ça voudrait dire que toutes ces personnes qui auraient leur argent bloqué pour toujours. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est vraiment inquiétant. Pour moi, c'est une proposition qui a le mérite d'exister et de toute façon, il faut mettre ça sur la table. Je trouve qu'on ne parle pas assez du problème du quantique associé au Bitcoin. Il y a énormément de problèmes et il faut mettre en place des propositions. Ça, c'est la première proposition vraiment que je trouve intéressante. Après, bien sûr, il y a des risques. Ça veut dire que toute personne qui a bloqué son wallet très longtemps et qui l'a généré avec juste une clé privée, et bien, au final, risque de perdre son argent si elle ne migre pas à temps. Il y a des personnes qui ont bloqué ça dans des coffres ou je sais pas, ou potentiellement qui ont fait un time lock et qui n'ont pas accès à ça pendant très longtemps. Potentiellement, ils auront leur argent bloqué. Alors, ça a le mérite de sauver de bloquer pour toujours les cryptos de Satoshi. On aura l'assurance que ces cryptos vont être à jamais bloqué, mais ça pose d'autres problèmes. Et la question, vraiment, c'est une question philosophique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que les ordinateurs quantiques arrivent et qu'ils volent les divers wallets de tout le monde? Ou bien,
on vole d'une certaine manière, on bloque les wallets de tout le monde avant l'arrivée des ordinateurs quantiques. Il faut savoir aussi, c'est pas 100% des wallets qui sont concernés, c'est 25% à peu près des wallets qui sont concernés. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le wallet ait déjà réalisé une transaction et qu'il ait déjà publié d'une certaine manière sa clé publique sur le réseau Bitcoin pour pouvoir pour casser cette clé publique et remonter à la clé privée. Donc c'est 25% de toutes les adresses, c'est quand même énorme. Et je pense honnêtement que il faut faire quelque chose. Si c'est pas cette proposition, ceux qui sont contre cette proposition doivent proposer mieux. On peut pas dire on ne fait rien, on attend. Le hacker quantique ne va pas attendre, il va juste voler les wallets, voler des milliards et des milliards de dollars. Ça va faire chuter le cours du Bitcoin. Du coup, il faut faire quelque chose. Mais si on fait quelque chose, ça risque aussi de poser problème. Les gens vont se dire mais c'est n'importe quoi. Il y a une confiscation des Bitcoins. Il y a des personnes qui avaient de l'argent et qui ne peuvent plus y accéder. Ça va à l'encontre de l'idée du Bitcoin. Donc c'est vraiment problématique. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de cette proposition. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas ? Et je reviens juste sur la phase C. Je vous ai dit qu'il n'y a que les personnes qui ont potentiellement un seed phrase qui peuvent être sauvées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on arrive à prouver qu'on a une seed phrase qui correspond à une clé privée, on prouve qu'on n'est pas le hacker. Parce qu'en fait, on ne peut pas, à partir des ordinateurs quantiques, remonter d'une clé publique à une clé privée et remonter à une seed phrase. Ce chemin, il est impossible mécaniquement. Parce que la seed phrase, pour obtenir la clé privée, il y a une opération de hachage, pour ceux qui connaissent, c'est une opération unique dans un sens et on ne peut pas remonter dans l'autre sens. C'est pour ça, en fait, qu'on a ce sujet de sécurité et qui pose problème, d'ailleurs, pour cette phase C. Donc, je vous tiendrai au courant quand on aura plus d'informations, mais voilà, c'est vraiment un point central. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de discussions autour de ça. C'est très important que la communauté décide c'est quoi le meilleur chemin, le chemin passif où on bloque les gens ou le chemin optionnel où on offre uniquement aux gens la possibilité de migrer vers des wallets quantiques. Moi honnêtement, je suis plus pour en fait une mise à jour d'urgence qu'on peut mettre en place rapidement si on commence à voir que les ordinateurs quantiques arrivent très rapidement. C'est-à-dire potentiellement pas attendre 5 ans, mais se dire voilà, on a les premiers signes, malheureusement on fait une mise à jour et en un mois il faut laisser les gens migrer, sinon le hacker lui n'attendra pas. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet du Bitcoin et des ordinateurs quantiques. Ensuite, il y a plein de choses qui se passent autour des stablecoins. J'aime bien les stablecoins, déjà faut savoir c'est une option incroyable pour générer du rendement. Quand on a les livrets qui génèrent rien du tout et qu'on a des stablecoins en dollars qui génèrent 10-15%, c'est une solution incroyable. Alors bien sûr, il faut prendre en compte les risques de taux de change. On a vu le dollar baisser face à l'euro, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et les rendements, normalement, compensent largement tout ça. Si ça vous intéresse d'ailleurs comment générer des revenus passifs avec vos cryptos, avec des stablecoins, avec des Ethers, avec toute crypto, il y a des options et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour en parler. Ensuite, je vous ai dit les stablecoins. Il y a Jamie Dimon de JP Morgan qui a dit que JP Morgan allait être plus impliqué au niveau des stablecoins. Ils sont en train de développer ce sujet. Ils veulent vraiment comprendre et être bons dans les stablecoins. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il dit aussi, ça reste quelqu'un qui croit pas beaucoup dans les cryptos. Il dit moi je crois vraiment que les stablecoins c'est quelque chose de réel. De toute façon on le constate tous. Mais il dit je comprends pas pourquoi on voudrait un paiement en stablecoin au lieu d'un simple paiement normal. Donc ça vraiment, ça montre qu'il sait pas exactement comment ça marche, l'aspect instantané, l'aspect il y a pas de contrôle de la banque qui peut bloquer pour X ou Y raison quand on fait un paiement d'un wallet à un autre. Cet aspect permissionless, on peut sans dépendre de quelqu'un faire un paiement et sans compter tout l'aspect rendement dont je parle même pas ici. Et tout ça pour dire JP Morgan, il parle maintenant des stablecoins comme quelque chose vraiment sur lequel ils vont travailler, et Citi aussi. Le président de Citigroup vient de dire qu'ils sont en train d'étudier le lancement d'un Citi stablecoin. Ils disent clairement on veut lancer le Citi stablecoin. Mais les deux, que ce soit JP Morgan ou Citigroup, ils travaillent aussi sur l'aspect des tokenized deposits. Les tokenized deposits, c'est les dépôts tokenisés dans les banques et c'est un avantage même par rapport aux stablecoins, un avantage réglementaire. Les stablecoins aux États-Unis n'ont pas le droit d'offrir du rendement alors que les dépôts dans des banques ont le droit d'offrir du rendement. Donc on est en train de voir que la régulation qui est en train de passer va bloquer dans une certaine manière certains émetteurs de stablecoins, va pousser les utilisateurs à aller chercher du rendement dans la DeFi et va faire la promotion des dépôts tokenisés des banques qui eux vont pouvoir offrir du rendement avec un simple jeton. Et c'est un problème réglementaire, mais c'est sûrement le lobbying des banques qui a bien marché aux États-Unis au niveau des projets de loi crypto.
Ensuite, on va parler de Hyperliquid. Hyperliquid, c'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Le volume du jeton Pump, donc de Pump.fun sur Hyperliquid, est passé devant le volume de Pump sur plein d'autres exchanges centralisés. Regardez là, on a ce graphique de CoinGecko, enfin ce tableau de CoinGecko qui nous montre que Hyperliquid est à la deuxième place des exchanges centralisés pour le volume de Pump sur la paire Pump USDC. C'est juste énorme, hein. Juste derrière Gate.io. Donc c'est vraiment drôle de voir un exchange décentralisé, même si certains diront qu'il est centralisé parce qu'il y a très peu de validateurs, mais au final ça reste décentralisé, ça reste sans KYC, pouvoir concurrencer des exchanges centralisés sur certains tokens. Et c'est vraiment toute la stratégie d'Hyperliquid. Ils ont commencé sur les perps, les contrats dérivés basés sur les cryptos, et ensuite ils sont passés sur le marché spot, et c'est ce qu'ils sont en train de développer, et beaucoup de personnes attendent l'airdrop d'Hyperliquid. Il y a aussi plein d'autres choses sur Hyperliquid, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il n'est pas disponible d'ailleurs sur beaucoup d'exchanges centralisés, certains voient ça comme une concurrence pour eux, mais c'est disponible sur certaines plateformes. Bitvavo, c'est un partenaire de la chaîne, il y a 10 € offerts, et ils offrent le jeton Hype, vous l'avez ici, c'est le jeton d'Hyperliquid. Donc ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, et vous avez 10 € offerts sur cette plateforme Psan avec des frais vraiment bas, 0,05% sur les paires USDC, et sur les paires euros c'est aussi bas, on est à 0,25%. Donc il y a, comparé à d'autres plateformes qui offrent des taux complètement élevés, c'est vraiment intéressant. Ensuite on a Polymarket. Polymarket, il y avait un problème avec la justice aux États-Unis, et bien là, la justice et la CFTC, l'organisme qui régule les entités telles que Polymarket, vient de laisser Polymarket tranquille. Ils arrêtent leur poursuite contre Polymarket, donc une très bonne chose pour Polymarket qui est plus serein maintenant. On rappelle, Polymarket, c'est la plateforme plutôt numéro 1 pour les prédictions. C'est un marché de prédictions. On peut vraiment voir les prédictions en temps réel, et ça permet d'avoir une vision réelle de certains enjeux qui peuvent paraître flous. Ben là, au final, je dis souvent, l'argent attire la vérité. Certaines personnes ont l'information en avant-première, veulent gagner de l'argent, elles parient. C'est un sorte de délit d'initié, mais au final, ça permet d'avoir des informations vraiment justes avant que ça arrive. On l'a vu avec l'élection de Donald Trump, on l'a vu avec plein d'autres choses. Des fois ça se trompe, hein. Par exemple, je vous donne un exemple là sur Polymarket, il y avait aussi un marché de prédiction sur le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. PSG était donné vainqueur à 75%, finalement le PSG a perdu, mais ça voilà, c'est juste les spécialistes qui se sont trompés au final, mais c'est juste le hasard aussi, et des événements qui ne peuvent pas être prédits comme les compétitions sportives. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.